Vu que les gouvernements se recomposent très vite, si on vous proposait de rejoindre un gouvernement, ce serait non. Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers les défis et les moments plus difficiles aussi que vous avez pu traverser en politique? Bon, d'abord que j'avais mauvais caractère et que j'étais un peu trop sanguin. Ça veut dire que pour les prochaines élections municipales, vous serez sur une liste, en tout cas, Oui. peut-être cette de liste. Une chanson ou un livre qui reflète votre vision de la politique. Vous avez le droit d'être spontané. Oui, mais si je suis spontané, Oui, j'ai bien tout le senti. monde saura que je suis un anarchiste. D'accord. Carbédier, bienvenue dans ce café Merci. politique. Vous êtes une figure incontournable des Yvelines, ancien maire de Mantes-la-Jolie, député, secrétaire d'État, aujourd'hui président du conseil départemental. On va aborder les sujets qui touchent les Yvelinois au quotidien et peut-être découvrir une facette plus personnelle de vous. C'est en tout cas le but de cette émission. 4e numéro, toujours disponible en podcast audio sur Apple et Spotify et puis en vidéo sur YouTube, tv78.com et puis bien sûr sur l'antenne de TV78. Alors, quelques questions, c'est la tradition. Vous répondez le plus spontanément possible et le plus rapidement possible. Si vous deviez résumer votre parcours en 3 mots, ce seraient lesquels? La passion, le gaullisme, Jacques Chirac. Eh bien, la question d'après, c'est une rencontre marquante, justement, qui a influencé votre parcours politique. Il y en a eu deux. Ça a été d'une part Jacques Chirac et d'autre part Franck Borotin. Est-ce qu'il y a une période historique ou une figure politique, vous nous l'avez dit, mais peut-être une période historique qui vous inspire plus particulièrement? J'aime l'histoire, j'aime toute l'histoire de l'âge de bronze à aujourd'hui. Bon, la période sans doute la plus passionnante, c'est l'entre-deux-guerres, Mhm. cette montée vers la barbarie. Alors la Première Guerre mondiale était une sacrée barbarie, la deuxième a été encore plus abominable, et entre les deux se sont créées les conditions pour que le mal l'emporte sur le bien. Une dernière question, plus légère. Une chanson ou un livre qui reflète votre vision de la politique? Vous avez le droit d'être spontané. Oui, mais si je suis spontané, Oui, j'ai bien tout le monde senti. saura que je suis un anarchiste. D'accord. J'aurais facilement cité Brassens. Ah oui, effectivement. Oui. Et donc, on va revenir sur le premier thème, peut-être. Allez, le chant du départ. Un chant du départ. Pourquoi le chant du départ alors? Parce que c'est un souvenir de l'école, pas maternelle, primaire, où on nous apprenait la Marseillaise, le chant des partisans et le chant du départ, qui est un chant plus allègre, qui n'est plus jamais joué, plus jamais interprété. Mais c'est le souvenir pour moi de l'école républicaine qui a été mon creuset. Alors, tout à l'heure, au cours du questionnaire, je vous ai parlé de vos figures. Vous nous avez parlé de vos figures marquantes, de vos rencontres marquantes, de vos périodes d'histoire. Vous le dites vous-même passionné d'histoire. Justement, si on regarde la période historique aujourd'hui que nous traversons, ce n'est pas encore de l'histoire, mais ça le sera demain, quel regard vous portez justement sur la période actuelle? Justement, moi qui suis passionné par l'entre-deux-guerres, je trouve qu'il y a des similitudes. Alors, comparaison n'est pas raison. Et je ne veux pas annoncer la Troisième Guerre mondiale, à laquelle je ne crois pas vraiment, encore que je me dis toujours que personne n'avait imaginé la Première Guerre mondiale. La deuxième, certains y pensaient très fort, sans croire peut-être que ça irait jusque-là. Et je trouve beaucoup de similitudes parce que on voit bien ce qu'on appelle les partis populistes. On préfère faire peur, on préfère par des approximations déstabiliser une société pour exercer le pouvoir, mais pas forcément pour l'exercer pour le bien des peuples. Donc je trouve cette période excessivement trouble et donc inquiétante. Oui, vous êtes inquiet. Je trouve qu'on accumule, on accumule les risques à l'échelle du monde, et nous, Français, on accumule les bêtises. On va parler peut-être de quelques bêtises que vous devez avoir en tête en ce moment, et je pense à cette situation financière compliquée et qui touche aussi le département des Yvelines. Chute des droits de mutation, recettes en baisse, il faut une gestion frugale, c'est ce que vous disiez, la fête est finie. Parlons des choix difficiles que ça implique justement. Quels sont les projets prioritaires que vous arrivez à maintenir malgré les contraintes aujourd'hui? Les projets prioritaires, c'est tout ce qui touche à l'aménagement du territoire dans ce qu'il a de plus emblématique et de plus important. Je pense par exemple au projet que nous achevons
à Versailles, Satori, le projet d'école des mines, comme nous maintenons nos financements à un projet à Saint-Germain-en-Laye d'X-Campus, comme nous maintenons nos financements, alors qu'on n'a plus un rond, hein, je dois préciser, donc ça veut dire par de la dette à l'IUT du Mantois, parce que si nous on ne le fait pas, ça ne se fera jamais, et ce serait, je crois, un drame pour l'attractivité du territoire et donc pour son avenir. Mais il faut en même temps faire des arbitrages au quotidien défavorables, économiser sou après sou, pour essayer de faire justement que cette dette que nous sommes obligés d'accroître reste sous contrôle. Qu'en période de crise, on accroisse la dette, c'est difficile de faire autrement. Mais il faut l'amener dans des limites pour être certain qu'à la sortie de la période de crise, on fasse baisser cette dette. Et quand je parlais des bêtises françaises, celle-là n'est pas la moindre. On ne l'a pas fait. Quand justement vous parlez de ces économies à réaliser et d'une sortie de crise, de période difficile, ça veut dire que malgré ce que vous disiez tout à l'heure, malgré les inquiétudes et autres sur la période, vous avez malgré tout l'espoir, et je l'imagine, et je l'espère en tout cas en tant que dirigeant politique, de pouvoir sortir de cette crise. Mais quand on voit encore qu'aujourd'hui, on pourrait encore avoir un nouveau gouvernement en cas de nouvelle motion, qu'il n'y a toujours pas de budget voté alors qu'on approche du mois de février. Alors, je pense à la phrase de Georges Bernanos, l'espérance, c'est le désespoir traversé et surmonté. Disons que je rentre dans une phase d'espérance, parce que nous avons une année 2024, nous, département des Yvelines, particulièrement abominable. Psychologiquement, mois après mois, on m'annonçait la baisse de nos ressources et l'augmentation de nos dépenses. Donc j'avoue que ça commençait à me saouler, comme disent les jeunes. Et c'est vrai que depuis la fin de l'année, la dépense est maîtrisée. On va finir notre année 2024 en ayant limité à 0% la croissance de nos dépenses de fonctionnement. C'est un effort gigantesque, d'autant que la tendance était à 10%. Les dépenses sociales, elles, augmentent. Donc ça veut dire qu'on a fait des économies sur d'autres. Et puis nos ressources, donc notre seule ressource, que sont les droits de mutation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits de notaire, elles ont baissé de presque 50%, mais depuis 3 mois, elles se sont stabilisées. C'est-à-dire, ça ne réaugmente pas vraiment, mais ça ne baisse plus. Vous voyez, on se contente, comme dirait Larcher, de quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Très bien. Le président Larcher. Le président Larcher, tout à fait. Président du Sénat et bien connu dans le département des Yvelines. Continuons, parlons des Yvelines, on change de secteur. On va pas être du côté de Rambouillet, on va partir du côté de Mantes-la-Jolie. Alors, vous avez fait un retour remarqué, on va le dire comme ça, au sein du conseil municipal. J'espère que vous alliez dire remarquable. Remarquable au sein du conseil municipal de Mantes-la-Jolie. C'est une décision peut-être qui a un petit peu surpris. Alors aujourd'hui, on va repréciser, vous êtes maintenant dans l'opposition et non plus dans la majorité, en opposition avec le maire que vous aviez à l'époque plutôt prévu comme un successeur pour vous. Ah, totalement, pas plutôt, totalement. Il devait être mon successeur. Bon, j'ai découvert ensuite que entre ce qu'il disait, ce qu'il pensait, ce qu'il faisait, il y avait à chaque fois de grands hiatus. Et c'est ce qui nous a amené à avoir un différend qui a été tranché par les électeurs de façon démocratique et qui l'a installé là. Donc c'est un maire légal et légitime. Pour autant, c'est un maire maladroit qui, à mon avis, ne fait pas ce qu'il faut pour la ville. Alors maladroit déjà parce que c'est lui qui a provoqué mon retour au conseil municipal. Moi, je ne demandais rien à personne, mais il a voulu, pour des règlements de compte qui sont d'une infinie médiocrité, faire déchoir de son mandat un conseiller municipal d'opposition qui a d'énormes problèmes de santé et qui n'a pas pu tenir un bureau de vote. Je trouve que là, certes, c'est une démarche légale, mais il y a la loi et puis il y a la morale. Il y a l'humanité. Bon, bref. Toujours est-il que c'est comme ça que je me suis retrouvé. Oui, parce que vous étiez sur la liste. Suivant liste, c'est comme ça que ça au conseil municipal. Et quand on m'a dit est-ce que vous irez ou pas, je suis un homme de devoir. Donc, oui, j'y suis allé. Puis j'avoue, j'ai été plutôt content parce que la réaction des gens dans la rue,
passe pas ma vie dans la rue à Mantes, le conseil général départemental, pardon, m'en empêche, mais le peu de fois où j'y suis, bah, les encouragements, les inquiétudes aussi formalisées. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec un chef d'entreprise qui avait un souci, il voulait que je lui règle le souci en me disant, maintenant que vous êtes venu au conseil municipal, j'arrive pas à avoir rendez-vous avec le maire. Je dis, bah oui, c'est plus simple d'avoir rendez-vous avec le président du conseil départemental qu'avec le maire, mais c'est pas le président du conseil départemental qui décide ce qui doit se passer à la mairie de Mantes. Donc voilà, c'est comme ça que je suis revenu. Mais et vous y avez retrouvé goût, parce que c'est ce que vous me disiez juste avant d'enregistrer. J'aime cette ville. Voilà, j'aime cette ville, j'aime sa diversité, j'aime sa complexité, et puis le mandat municipal est le mandat du concret. On peut pas s'échapper, on peut pas dire c'est pas de ma faute, on peut pas dire je suis pas là, on est obligé d'apporter des réponses. Ça veut dire que pour les prochaines élections municipales, vous serez sur une liste, en tout cas. Oui. Peut-être cette de liste. C'était pas encore tranché. Ça n'est pas tranché. C'est pas tranché. Je ne ferai pas dire ce que je n'ai pas. J'ai essayé avant l'émission, j'essaye pendant. Vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, ce combat municipal ou cette envie d'être présent à un échelon local, pour le coup, le plus petit qu'il soit au sein d'une ville, vous en avez envie, cette casquette uniquement de conseil départemental. Encore une fois, j'aime cette ville et j'aime ses habitants, et donc je veux juste leur dire, si vous êtes satisfait de votre maire, bah vous votez pour lui, il y a zéro problème. Si vous pensez comme moi et comme un certain nombre de personnes que je rencontre, que au-delà du fait qu'il est sans doute sympathique, qu'il parle bien, que la ville se dégrade, que la ville est submergée par la pauvreté aujourd'hui parce que les mesures urbaines n'ont pas été prises, en particulier parce qu'ils ne voulaient pas coopérer avec le conseil départemental. Si vous pensez donc que la ville peut s'en sortir comme elle l'a fait par le passé, par un partenariat avec et le département, et la région, et l'État, mais surtout par une volonté politique et un cap politique très fort, il faut changer le maire et mettre en place une nouvelle équipe. Voilà. En tout cas, le programme, ne branchez pas sur moi. Le programme est déjà écrit, en tout cas. On va faire la soirée, là. On est déjà... alors, par contre, on va parler de sujets toujours peut-être clivants. En tout cas, vous avez une longue carrière politique et elle est marquée par des prises de position nettes, et notamment avec les Républicains également. Votre famille de toujours, que vous avez décidé de quitter. On peut revenir sur ce choix que vous avez pu faire et qui est encore aujourd'hui assumé? Ah oui, j'étais au restaurant, je vais lui faire de la pub, La Tour à Versailles, en train de manger mon steak tartare, quand j'ai vu le message de l'annonce de Monsieur Ciotti. Et je ne vais pas laisser refroidir le steak tartare puisqu'il était déjà froid, mais j'ai donc rédigé immédiatement un message pour les réseaux sociaux pour dire que je quittais les Républicains. Toute alliance avec l'extrême droite est contraire à l'intérêt national et justement à toute la morale politique du gaullisme. Bon, donc, c'était pas possible pour moi de rester dans ces conditions. Je reviendrai peut-être dans ma famille quand je serai à peu près certain que ce genre de tentations ne reviendront pas. Ce qui pour moi n'est pas encore une certitude, et ça a été un crève-cœur parce que c'est la base de mon engagement. J'étais, puisque vous ne cessez de rappeler que je suis dans le paysage depuis n'y voyez rien de désobligeant, mais non, c'est la réalité, je comprends très bien. Et donc moi j'étais à la création du RPR en 1976. Donc c'est quand même une sacrée tranche de vie, et ça a été une extraordinaire tranche de vie, avec ses bas bien entendu, mais aussi ses hauts et ses moments de très grande fierté, de très grande joie, de très grande émotion. Justement, sur ce départ des Républicains, vous n'avez pas été le seul, et on peut dire aujourd'hui que tout l'arc politique est complètement recomposé quand vous voyez qu'aujourd'hui, alors on peut même pas parler encore de majorité, mais on est quand même sur un grand écart de la gauche plus traditionnelle jusqu'à la droite. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a plus de parti aujourd'hui, il y a un centre vague et des extrêmes? Ça signifie que le macronisme qui a fait exploser le rapport gauche-droite, dont on aurait pu penser qu'il était une bonne chose, s'est avéré être une catastrophe. Bon. Je comprends bien que des gens y aient cru et que des gens se soient dit on va tenter ça. Bon, c'est un échec.
Donc, et c'est un échec complet, total, absolu. Donc, il faut naturellement que tout ça se recompose, mais il faut que cette recomposition soit faite par paliers. Et je pense que dans un premier temps, il faut que, et c'est ma mission, me semble-t-il, moi dans les Yvelines, puisque vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, n'ai pas d'ambition nationale, mon ambition est départementale, elle est locale, c'est de rassembler tous les modérés pour faire que on ne se retrouve pas avec des élus extrémistes. On a déjà eu un député LFI, et en particulier à Saint-Quentin, en Yvelines, on a bien vu les résultats. Sur la 11e. Oui. Ça n'a pas été du bonheur. On a passé de très peu la correctionnelle. On aurait pu avoir des députés Front National ou Rassemblement National, peu importe, d'extrême droite. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Je suis même certain du contraire. Donc ce que je veux éviter à tout prix, c'est qu'on ait des maires, parce qu'alors là, c'est la vie quotidienne qui en serait impactée, des maires venant de LFI ou venant du Rassemblement National. Et que pour ce faire, moi j'ai vu un maire Rassemblement National justement dans oui, il y en a eu sur j'étais assez content de ma formule, hein, il fait rien mais il le fait bien. Donc bon. Et c'est ma mission, me semble-t-il, que de rassembler toute cette famille de la droite, du centre-droit modéré, voire même du centre-gauche. Hein. Il y a des gens de centre-gauche qui sont prêts à rejoindre cet ensemble départemental. Et ça sera ma mission dans les mois qui viennent. Il ne faut pas une recomposition claire de la droite et de la gauche, avec ce que ça signifie derrière, sans parler des extrêmes. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, il n'y a pas d'espace politique. Vous voyez bien qu'il y a 3 tiers, un tiers d'extrême droite, un tiers d'extrême gauche, et un grand tiers au milieu. Alors déjà, il faut essayer de récupérer les gens un peu modérés qui étaient partis vers l'extrême gauche, récupérer la même chose à l'extrême droite. Moi, je suis frappé de voir des électeurs de droite passer à l'extrême droite qui, après la censure, sont revenus à droite en disant on a affaire à des cinglés. Donc, bon, tout ça va se faire, mais c'est dans un deuxième temps. Nous sommes des grands brûlés. La vie politique française, on n'imaginait pas qu'un jour, le rythme de constitution des gouvernements dans la Ve République serait plus rapide que dans la 4e. Oui, c'est quand même une nouveauté. Ça veut dire qu'on est au bout de la 5e aussi, peut-être? Non, parce que c'est ce qui a marqué la fin de la 4e. Moi, je ne crois pas. Je pense que on découvre que, comme en toute chose, les textes, la loi, la Constitution, c'est une chose. La pratique des textes de la loi et de la Constitution, ça n'est une autre. Et la pratique catastrophique du président de la République, aujourd'hui, c'est une évidence de le dire. Enfin, la dissolution en direct, un soir d'élection, certes importante, mais qui n'engageait pas l'avenir de la nation, qui étaient des élections européennes, dissoudre comme une espèce de vengeance caractérielle et puérile, bon, on pouvait imaginer mieux. Donc, venant d'un homme intelligent, qui a porté une espérance, c'est d'autant plus brutal. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait aucune ambition au national. Vu que les gouvernements se recomposent très vite, si on vous proposait de rejoindre un gouvernement, ce serait non ? Non, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'ai été passionné par mon engagement national. Je pense qu'une nouvelle génération maintenant doit venir aux affaires, comme une nouvelle génération doit arriver même dans les affaires départementales. Après, nous sommes à un moment un peu critique, et il faut quand même qu'il y ait des hommes d'expérience dans l'aventure. Et je ne doute pas qu'à droite, il y ait suffisamment d'hommes d'expérience pour accompagner ceux qui en ont un peu moins à l'échelon national. Allez, une note positive. Tout de même, on a parlé de choses négatives et d'inquiétudes. Malgré toutes ces contraintes, même budgétaires, faire mieux avec moins, c'est aussi possible. Je voudrais prendre un exemple, puisque c'était aussi d'actualité dans l'actualité du département Solimusée. Oui. Est-ce qu'on peut parler de cet exemple-là, par exemple? Projet inédit, ce dispositif inspiré d'un modèle canadien qui permet de prescrire des visites de musées à des fins thérapeutiques, et ça a été porté par le département des Yvelines, malgré toutes les contraintes dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que d'abord, ce n'est pas des sommes extravagantes, on parle de 50 000 €, et ensuite nous sommes vraiment dans notre cœur de métier, c'est-à-dire que malgré toutes les économies qu'il faut faire, je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue que le département, c'est la collectivité des solidarités.
Solidarité territoriale, tout à l'heure j'ai évoqué des grands dossiers, X-Campus, l'école des mines, l'IUT, mais aussi solidarité humaine. Or, nous sommes dans un monde de plus en plus brutal, il est donc très important que l'on puisse permettre, par l'accès à la culture, par le musée, à des gens malades, à des gens handicapés, à des Yvelinois, hein, de pouvoir se soigner par la culture. J'y crois énormément. Alors certes, ces 50 000 euros, bah, il a fallu faire des économies par ailleurs. On a donc suspendu certains programmes, comme l'accès des élèves de collège au théâtre. Ça a été une discussion, hein, parce qu'on était très attaché à ce programme qui existe depuis 20 ou 30 ans, mais dont on pense qu'il faut le réinventer et sans doute l'orienter d'une façon un peu plus sociale, donc plutôt vers des familles ou vers des zones, je pense en particulier aux zones politiques de la ville, où justement on est très loin du théâtre. Bref, il ne faut pas hésiter en permanence, et c'est ce que j'essaye d'insuffler dans l'administration départementale, hein, qui se mobilise de façon remarquable, mais qui, comme toute organisation humaine, a ses habitudes. J'essaye d'insuffler cette idée qu'il faut se remettre en cause, il faut essayer d'avoir des idées neuves et faire que ces idées neuves soient aussi pertinentes que les idées anciennes et qu'elles coûtent un tout petit peu moins cher. Et c'est une philosophie qu'il faudra appliquer, même si les choses venaient à devenir meilleures aussi. Oui, parce c'est peut-être un regret, je ne sais pas comment le qualifier, mais il aurait fallu peut-être aussi se le dire plus tôt. C'est aussi, alors là, je parle tout parti politique, tout responsable politique, peut-être quelquefois quelque chose qui a été oublié. Oui, je suis assez d'accord avec ça, parce qu'on a toujours une tendance pour la facilité. On préfère descendre que monter. Descendre, il n'y a pas besoin de pédaler. Monter, c'est absolument indispensable. Et donc, oui, c'est la loi du moindre effort. On a plutôt un département bien géré, hein. Je tiens quand même à dire devant vous, on est le département qui dépense le moins en dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire en train de vie. On est le département le plus radin de tous les départements, justement pour investir davantage. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut encore faire mieux. Faut être en permanence sous tension. Le monde de l'entreprise le sait bien. Je ne veux pas opposer les deux mondes parce qu'ils n'ont pas les mêmes missions. Mais récupérer du monde de l'entreprise ce souci de l'optimisation, je pense que ça ne pourrait que faire du bien au monde public. Et puis ça réconcilierait peut-être aussi les citoyens avec leurs responsables politiques, de voir aussi oui, que parce la que gestion ça voudrait dire un peu moins d'impôts. Ça ne peut que les réconcilier. On arrive à un moment où les Français étaient prêts à payer beaucoup d'impôts par rapport aux autres, mais ils voulaient des services publics qui marchent. Et ils sont en train de se rendre compte que les services publics aussi fondamentaux que l'éducation, que la santé ne marchent pas si bien que ça. Et donc, faut qu'on arrive à les faire marcher, et en même temps, en baissant l'impôt, c'est la condition même de la cohésion nationale, qui est notre mission, notre première mission. On va terminer maintenant par quelques questions encore, avec toujours quelques réponses rapides, mais sincères. Un lieu dans les Yvelines qui symbolise votre engagement? Si vous me parlez de Mantes, on est reparti pour 1 heure d'émission, mais on peut. Ben oui, j'ai envie de vous parler de la collégiale de Mantes. Ah oui. Pas pour des raisons religieuses, mais parce que elle a des proportions idéales, parce que il y a une nef et il n'y a pas de transept. Et donc, elle n'est qu'élévation, donc elle n'est que spiritualité. Et je crois que ce qui est beau dans la politique, c'est justement c'est qu'il faut que ça soit une spiritualité, il faut que ça soit une tension vers plus haut, toujours. Ben, ça m'amène justement à la question d'après. Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers les défis et les moments plus difficiles aussi que vous avez pu traverser en politique? Parce qu'il y en a eu aussi. Ah oui, quelques-uns. Ma dose. Bon, d'abord que j'avais mauvais caractère et que j'étais un peu trop sanguin. Alors après, j'ai pas si mauvais caractère que ça. Mais c'est vrai que mon côté, je suis pas originaire des Yvelines, comme ma pointe d'accent vous le laisse entendre. Je suis originaire d'un pays un peu particulier qui est la Gascogne. Et donc, le côté d'Artagnan et Cyrano de Bergerac fait qu'on s'emporte peut-être un peu vite et qu'on a toujours tort de s'emporter vite. C'est ce que vous avez appris sur vous. Alors peut-être maintenant aujourd'hui un proverbe ou une devise qui vous guide sur la suite de votre action politique? J'aime bien cette phrase de Camus qui dit, alors elle est sans doute pas exacte,
l'époque n'a pas besoin d'âme tiède, mais de cœur brûlant. Je pense que il faut que chaque citoyen se dise lui-même que s'il n'est pas un citoyen engagé, ça ne veut pas dire forcément être candidat aux élections, tenir des bureaux de vote et que sais-je. Un citoyen engagé, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, qu'est-ce que je peux faire pour l'intérêt général. Si chacun n'a pas ce réflexe-là, ça va être compliqué de chez compliqué. Donc, retrouvons cet amour de l'élan collectif. Après tout, on le fait pour des choses certes importantes mais subalternes. Les Coupes du Monde, de foot, de rugby, les Jeux Olympiques, etc. Essayons de retrouver cet élan dans notre vie quotidienne pour être un pays plus performant, avec des entreprises plus fortes, avec l'obsession de la création de richesses, non pas pour l'accumuler, mais pour la partager, justement. Retrouvons un élan créatif. On a fait tellement de choses merveilleuses. On est capable de si belles choses. Alors, la tarte à la crème, aujourd'hui, c'est de parler des JO, de la reconstruction de Notre-Dame, mais depuis 1000 ans qu'existe la France, un peu plus de 1000 ans, on a fait bien mieux que les JO, on a fait bien mieux que même reconstruire Notre-Dame. On a fait plein de cathédrales, on a fait des châteaux magnifiques, on a inventé des choses extraordinaires, on a fait Pasteur, enfin, on a vraiment, on est un grand peuple, soyons convaincus que ce grand peuple a encore un grand avenir, pour autant qu'il le veuille. Ça veut dire que le patriotisme ne doit plus être un gros mot, on a l'impression de dire aujourd'hui quand on est patriote, c'est connoté ce mot d'être patriote. Il n'y a pas que celui-là. Moi, je suis patriote, conservateur. Mais patriote n'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, j'ai trois mots qu'on montre du doigt. Je crois à la liberté pour faire tourner l'économie. Je crois au conservatisme, c'est-à-dire, selon la définition de ceux qui l'ont inventé, c'est-à-dire les Anglais, conserver ce qui est bon et changer ce qui ne l'est pas. Et puis, je crois qu'on n'a rien inventé de plus fort, de plus protecteur que la nation. Et la nation, c'est la patrie, parce que la nation, c'est une institution, mais la patrie, c'est aussi la terre de ses ancêtres. Et donc, c'est ce mélange qui peut participer à cet élan, à cette spiritualité que j'évoquais. Et pour terminer, une dernière question. Un projet que vous aimeriez qu'on associe justement à votre nom pour la suite. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, dans ma carrière politique, il y a un projet, ça va être un projet pour Mantes? Ah oui. Alors, pas pour Mantes, vous êtes moqueur, mais pour la vallée de Seine. Parce que moi, je suis un élu de la vallée de Seine. Alors, on peut penser que donc je n'ai Dieu que pour la vallée de Seine. Non, dans le mandat qui est le mien de président du conseil départemental, je vous ai dit que c'était la collectivité des solidarités. Or, la pauvreté dans les Yvelines, elle est concentrée en vallée de Seine. Près de 50% des gens au RSA sont sur le territoire de la vallée de Seine, alors que le territoire de la vallée de Seine, c'est en gros un quart des Yvelines. Donc un quart de population, 50% de la pauvreté. Ça veut dire qu'il est impératif de relancer l'économie dans ce secteur. Et relancer l'économie dans ce secteur, ça n'est possible que si on a une grande infrastructure, et cette grande infrastructure, c'est le RER. Le RER EOL, dont les jours de désespoir, je dis qu'il faudrait le rebaptiser RER Horizon, c'est-à-dire l'horizon, cette ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance, parce que chaque année, on prend un peu de retard, mais enfin, on y arrive. Je pense que le plus dur est fait. Mais enfin, je me bats. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que j'étais dans le paysage yvelinois depuis fort longtemps. Je vous accorde que mon premier combat pour ce RER-E, c'est en 1992, que je l'ai mené. Alors une fois que je vous ai dit ça, il y a quand même ensuite plein de combats, et en particulier autour de tout ce qui est recherche, high-tech, etc. J'ai évoqué tout à l'heure l'école des mines. Je vous invite, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on fasse une émission spéciale. Et puis on pourrait, le jour où on inaugure cette école des mines, pour que les Yvelinois partagent cette fierté. L'école des mines, qui est une des plus grandes écoles du monde, qui a des bureaux de recherche qui sont parmi les plus remarquables du monde. Elle a choisi de venir dans les Yvelines, à Satory, à Versailles, et c'est le conseil départemental des Yvelines qui a réalisé l'objet dans lequel va s'exercer leur talent. Et ça, j'en suis immensément fier.
L'inauguration aura lieu quand? La date est Alors, fixée déjà? Non, Encore, mais enfin, la période. je pense qu'on va faire 2 fois, par plaisir. Donc on verra, mais mon idée c'est que toutes les personnalités du département puissent voir le bâtiment quand il sera livré, Ouais. c'est-à-dire avant cet été. Mais j'aimerais bien qu'on fasse une inauguration lorsque les étudiants seront arrivés. Parce que l'idée, c'est quand même, c'est pas pour moi, Mhm. c'est un peu trop tard, j'ai jamais eu les talents pour y parvenir, c'est pour eux qu'on fait ça. Eh ben, ce sera l'occasion de faire cette émission depuis l'école des mines. Voilà, le rendez-vous est pris d'ici Merci. à la fin. Voilà, merci beaucoup Pierre Bédier d'avoir Merci participé à cet échange du Café Politique et on se retrouve dans 15 jours sur les réseaux habituels avec un nouvel invité.